Voilà, je vous disais en toute transparence, en fait, on a une porte ouverte entre nos deux studios qui donne à l'extérieur et il fait beau aujourd'hui. Et nos invités étaient partis dehors prendre l'air, mais je les comprends tout à fait. Mais bon, on a un direct et la moindre des choses, c'est qu'on vient de vous retrouver. Et donc, planté de décor maintenant avec un état des lieux que nous vous proposons sous forme de 3 échos de la filière méthanisation normande, selon Biomasse Normandie, la Chambre d'agriculture de Normandie et l'ADEME Normandie. Tout cela, bien sûr, afin de mesurer les enjeux, les perspectives de développement. Tout d'abord, je me tourne à nouveau vers vous, Marie Guillet, en tant que responsable de Biomasse Normandie. Il nous faut prendre en considération quelques éléments qui attestent que la filière elle est bien dynamique, puisqu'elle a doublé son nombre d'installations depuis le début. Exactement. Et vous avez le droit de retirer votre masque pendant que vous intervenez. C'est vrai. On oublie entre les différents protocoles. Donc la filière Normandie, la filière méthanisation en Normandie est très dynamique puisque depuis les 3 dernières années, on a 25 unités qui sont mises en service tous les ans, alors que précédemment, on était plutôt sur un rythme de l'ordre de 5 à 7 unités mises en service. Comme on l'a dit tout à l'heure, cette filière, elle est essentiellement assise sur la filière agricole, puisqu'aujourd'hui, les projets de méthanisation, ils sont essentiellement basés sur des installations agricoles. Et donc, effectivement, on a 133 unités qui sont en fonctionnement en fin 2020, avec 117 unités de méthanisation. Et il ne faut pas oublier aussi que dans la production de biogaz, il y en a une partie qui vient aussi des centres d'enfouissement de déchets, qui sont au nombre de 17 à valoriser le biogaz. Donc, c'est à peu près 1 300 000 tonnes qui rentrent dans ces 117 unités de méthanisation, avec un gisement qui est essentiellement donc, agricole. Et puis, ça représente à peu près à peine 5% de la production d'énergie renouvelable en Normandie. Sur la carte qui vous est présentée dans la suite du document, on voit que cette filière, elle est particulièrement dynamique dans les départements de l'Orne et de la Manche, mais il y a aussi des projets dans les autres départements. Avec donc ce qu'on citait sur les 117 installations en fonctionnement, la majorité sont des installations à la ferme portées par des agriculteurs ou plusieurs agriculteurs. On a aussi quelques projets territoriaux ou centralisés qui sont des projets de taille un peu plus importante et qui vont aussi traiter des substrats agricoles, mais aussi des substrats tels que des biodéchets ou des déchets qui proviennent de l'industrie agroalimentaire. Sur... Alors, le slide suivant, c'est ça que vous dites. Voilà, c'est ça. Parce que donc, ce graphique, il permet de montrer justement la dynamique de développement de la filière méthanisation depuis 2010 jusqu'à 2020. Donc, sur les 10 ans, on voit qu'il y a une vraie dynamique, donc surtout depuis 2018, où on a 25 unités qui sont mises en service tous les ans. Cette dynamique, elle est aussi marquée par des projets en injection qui sont qui se développent beaucoup ces dernières années. Mais malgré tout, on reste sur une valorisation du biogaz qui est essentiellement encore en cogénération, mais l'injection prend aussi beaucoup de place dans cette dynamique de développement. Et le fil conducteur, c'est qu'effectivement, c'est bien la profession agricole qui est vraiment au cœur de la dynamique de cette filière. Donc ça, c'est pour faire le lien avec la présentation suivante par la Chambre d'agriculture. Vous avez une feuille de route jusqu'en 2030. Oui. Où est-ce qu'on en est exactement ? Alors, par rapport à cette feuille de route, on s'était fixé comme objectif, donc ça découle à la fois de la loi transition énergétique et aussi qui a été repris dans le SRADET, hein, le plan régional. Et donc, cette feuille de route, elle est basée, alors d'une part, sur une diminution de nos consommations d'énergie, parce qu'on parle d'énergie renouvelable, mais quand même, le premier levier, ça reste la sobriété énergétique, si on veut tendre vers une transition énergétique. Et donc, on a bâti cette feuille de route avec un objectif à la fois sur le biogaz, le gaz vert, qui serait à l'horizon 2030 que le biométhane, en tout cas le gaz vert, représenterait 10% de la consommation de gaz à l'horizon 2030, donc en tenant compte quand même d'une diminution de notre consommation et d'une production d'électricité. Et on est à peu près à 23% de l'atteinte aujourd'hui de nos objectifs 2030. Donc, voilà. Vous n'avez plus besoin de présenter d'autres supports.
On fait la transition comme vous le souhaitiez avec Mathieu Poirier. Vous êtes, bonjour Mathieu, vous êtes conseiller énergie-bâtiment au sein de la Chambre d'agriculture de Normandie. Et bien évidemment, avec vous, nous aimerions nous nourrir de votre approche sur le développement de la méthanisation agricole, à la fois un constat, mais également toutes les opportunités qui sont évidemment liées à cette méthanisation. Très bien. Donc c'est vrai que... Je vous invite également à enlever votre masque si vous le souhaitez. C'est ma première intervention, donc j'avais pas la consigne. Donc c'est vrai que comme le soulignait Marie, donc la dynamique sur la méthanisation est réelle sur l'échelle de la Normandie, comme elle peut l'être sur d'autres régions, et elle l'est d'autant plus que la profession agricole s'est vraiment tournée vers cette piste de diversification de ses activités. Alors pour différentes raisons. La raison, comme l'a souligné Marie, c'est que le gisement agricole, et ça on a beau faire toutes les études de gisement sur quels que soient les territoires, on le voit bien, le 75%, 80%, voire 90% du gisement méthanisable est détenu et maîtrisé par les agriculteurs. Donc les agriculteurs se disent autant porter les projets avec nos matières et se tourner vers la méthanisation. Donc c'est vrai qu'à l'échelle de la Normandie, sur les 130 unités de méthanisation, 100 ou à peu près 100 sont portées par des agriculteurs. Alors elles sont portées, ça veut dire que les sociétés, que ce soit des exploitations agricoles ou des sociétés, plutôt sociétés type commerciales, comme des sociétés anonymes, sont portées majoritairement à l'actionnariat par des agriculteurs et ils maîtrisent la majorité des gisements, donc au moins 50% du gisement qui va rentrer dans la méthanisation. Donc c'est le cas pour les unités en place et puis c'est aussi le cas pour les unités en projet. Donc il y a beaucoup d'installations, il y a beaucoup de projets et la tendance finalement sur les projets est la même, c'est-à-dire que 3/4 des projets de méthanisation à l'heure actuelle, à différents stades, que ce soit en études, autorisation administrative, financement, sont portés par des agriculteurs. Alors portés par des agriculteurs, donc comme l'a dit Marie, on a une petite classification au travers du plan de méthanisation Normandie. Quand c'est sur le graphique de droite, sur le camembert de droite, mais aussi celui de gauche, quand on parle de méthanisation à la ferme, c'est que c'est plutôt porté par une exploitation agricole, dans le prolongement de l'exploitation. Alors il peut y avoir des matières qui viennent d'autres exploitations ou d'autres opportunités, des issues de céréales qui viennent de coopératives, des matières issues de l'industrie agroalimentaire, voilà, mais l'exploitation agricole en elle-même porte le projet. Les collectifs agricoles, collectif ça veut dire plusieurs, donc au moins 2 exploitations agricoles. Et puis micro-méthanisation, donc là c'est plutôt de la méthanisation également à la ferme, mais sur des petites puissances avec des valorisations plutôt par voie de chaudière ou de cogénération, des unités qui sont finalement un peu trop petites pour faire de l'injection dans les réseaux de distribution de gaz. Donc voilà pour ces définitions, cette mise en lumière de l'influence du monde agricole sur la méthanisation. Donc c'est vrai que dans le cadre des projets méthanisation, aujourd'hui, ce qu'on observe, c'est qu'on a beaucoup de projets maintenant qui sont en petits collectifs, donc 3, 4, jusqu'à 7 ou 8 exploitations agricoles qui portent le projet. Donc quelque part qui permettent d'amener des gisements plus importants, plus diversifiés, limiter les risques en termes de financement également, et puis en termes d'apport de matière. Et puis petit, ça veut dire pas trop gros, c'est-à-dire que des projets aujourd'hui à 25 ou 30 exploitations à l'échelle de la Normandie, il y en a très peu, ou voire pas du tout, ce qui n'était pas forcément le cas il y a peut-être une petite dizaine d'années. Voilà pour cette tendance par rapport au projet. Alors, si on rentre un peu plus dedans dans ces projets et dans cette évolution sur les projets, par rapport à l'approvisionnement, on a assisté aussi à une petite des évolutions de tendance, notamment par rapport à la typologie de certains projets. Autant, on va dire, au démarrage de la méthanisation sur l'échelle de la Normandie, il y avait certains secteurs, notamment de plaine céréalière, qui étaient, on va dire, pas exclus, mais qui ne partaient pas pour des raisons de valorisation, pour des raisons aussi de prix agricole qui étaient peut-être suffisamment intéressants. C'est plus le cas depuis plusieurs années. On assiste vraiment à un boom de ces projets de méthanisation, notamment en plaine céréalière,
notamment grâce à l'intégration d'intercultures dans ces méthaniseurs, qu'on appelle dans le jargon les cives. Alors, c'est là où vous me demandez ce que c'est qu'une cive. Oui, voilà. Donc, une cive... Vous avez le syndrome Émeric-Cotrel. C'est vrai ? Vous allez me poser des questions. Donc, une cive, c'est une culture intermédiaire à vocation énergétique. C'est une interculture que les exploitants vont mettre en place, entretenir, c'est-à-dire également fertiliser avec du digesta, pour pouvoir être récolté et intégré dans la méthanisation. Alors on parle bien d'interculture là, c'est-à-dire que une interculture, c'est ce qui est entre deux cultures, donc entre deux cultures principales qui sont dédiées à notre usage ou alors dédiées également à la méthanisation dans ce que la réglementation nous permet de faire, c'est-à-dire 15% du tonnage annuel. Et donc cette place des cultures intermédiaires, des fameuses cives, dans les projets, a une place croissante. Il y a plusieurs références sur le petit tableau que vous avez sous les yeux. On parle d'à peu près 20% en moyenne sur des projets d'une taille assez importante quand même, hein, que ce soit des projets à la ferme ou en collectif agricole, les fameux collectifs dont je vous parlais juste avant. Alors les intercultures, ces fameuses cives, sont intéressantes du point de vue méthanogène, sont intéressantes aussi du point de vue agronomique, et également du point de vue économique pour les exploitations. Attention toutefois, point de vigilance, il faut être assez prudent dans la capacité des exploitations à produire ces tonnages sous forme d'interculture. Donc il faut être prudent sur les rendements finalement à l'hectare, il faut être prudent aussi sur globalement sur une exploitation, plusieurs exploitations, prendre une certaine marge pour garantir l'approvisionnement du méthaniseur avec ces cives. Et pour ce faire, les partenaires du plan méthanisation Normandie, les réseaux des chambres d'agriculture, les réseaux des agriculteurs méthaniseurs de France mettent en place différents essais dans différents secteurs de la Normandie pour justement avoir le maximum de références pour appuyer les porteurs projets sur cette capacité à produire des cives, justement. Donc voilà pour cette partie d'approvisionnement. Sur la diapositive d'après, le corollaire de l'intégration des cives dans la méthanisation, c'est le digesta, qui est le résidu de la digestion de la méthanisation. En tant que technicien, hors de question de parler de cives sans parler de digesta, et inversement, hors de question de parler de digesta sans parler de cives. Les digestas, alors beaucoup d'interrogations, voire de polémiques autour du digesta. Est-ce que ça appauvrit le sol? Est-ce que ça détruit les sols? Est-ce que c'est une catastrophe agronomique? Alors non, pas du tout, heureusement. Sinon, les méthaniseurs qui sont en place depuis plus d'une dizaine d'années, ils auraient mis la cabane sur le chien ou la clé sous la porte, comme on dit. Donc les digestats, on a de la chance, sont à la fois des engrais et des amendements organiques. Ils se rentrent dans la classification des engrais et amendements organiques. C'est-à-dire qu'ils ont un effet engrais, c'est-à-dire que les éléments minéraux qui sont dans ces digestats sont assimilables très rapidement par les plantes, au contraire de ce qu'on peut avoir dans un fumier d'une exploitation d'élevage, par exemple, qui va mettre plus de temps à se dégrader, à minéraliser. Et dans le même temps, quand on analyse un digestat un peu plus biologiquement parlant, on s'aperçoit qu'il a une capacité également à renforcer l'humus du sol, donc à entretenir la matière organique du sol, qui est au moins équivalente, voire supérieure aux effluents d'élevage, par tout un tas de processus de stabilité biologique. On n'a pas trop le temps de rentrer dans les détails, mais c'est un fait, le digestat a une valeur amendante. Ce qui peut être une bonne surprise également pour les porteurs de projets qui se posent aussi ces questions-là, qui sont légitimes, j'entends. Dans l'aspect externalité positive de ces digestats, concrètement et en termes d'euros parlants, on assiste, et que ce soit au travers de toutes les enquêtes qu'on peut faire, on a les installations de méthanisation présentent des baisses dans l'utilisation d'engrais chimiques, d'engrais minéraux, donc ammonitrate, urée, etc., qui sont plus ou moins importantes. Certains vont vous dire, moi je me passe complètement d'engrais chimiques depuis que je suis en méthanisation. Concrètement, ça veut dire qu'il y en a qui fertilisent leur blé, leurs céréales, en 100% digesta. Donc là, sur le petit graphique que vous aviez, la moyenne c'est à peu près 20 unités d'azote hectare d'économisées sous forme chimique, qui sont compensées grâce à ce digesta.
Donc voilà pour cet aspect d'externalité positive de la méthanisation. Après, différentes perspectives sur la méthanisation en termes d'ouverture pour les exploitations agricoles. Des opportunités. Voilà, tout à fait. Donc il y a toujours des projets méthanisation au niveau des exploitations agricoles normandes. Le gisement est toujours là, les opportunités sont toujours là. Quelque part, on pourrait se dire que malheureusement, les prix de vente des produits traditionnels des exploitations agricoles subissent un peu la même morosité, ce qui fait que l'opportunité pour les exploitations de se tourner vers ça va persister. Il y a aussi d'autres opportunités au travers de la méthanisation, les stations de bio-GNV, donc le gaz véhicule sous forme de biométhane, donc issu directement de la méthanisation. La méthanation qui va permettre de resynthétiser du méthane à partir du CO2 qui est libéré au travers de la méthanisation. Puisqu'on libère du méthane, mais on libère aussi du CO2. Donc là, les process industriels font qu'on va progresser beaucoup sur cette récupération, réutilisation du CO2. Et puis voilà, c'est déjà pas mal. Et je retiens l'expression la cabane sous le chien, que je ne connaissais pas, donc j'essaierai de la recaser. Gauthier Desanglois, vous êtes sur l'autre plateau, vous êtes ingénieur énergie renouvelable pour l'ADEME, l'ADEME Normandie. Un petit retour sur l'état des lieux avec vous et les projets qui ont pu être aidés. Vous allez certainement nous dire comment et pourquoi. Depuis ces 3 dernières années, on a besoin de votre retour. Même dans les années passées, des aides existent pour aider, alors sous différentes formes, pour des études de faisabilité, premièrement par le biais d'aides de la région ou bien de l'ADEME, et pour de l'aide à l'investissement qui se traduit de plusieurs formes. Il y a la subvention qui peut être obtenue par la région via le FEDER ou bien par l'ADEME, et aussi l'ADN qui intervient avec des prêts à taux zéro sur certaines installations. Donc le but est de synthétiser justement depuis 2018 ces différentes formes de subventions. Alors du coup, si on peut avoir la présentation... Mais bien sûr, vous allez voir. La voici. Donc voilà, donc, sur l'aide à la décision, donc, qui correspond aux aides aux études de faisabilité. Donc on peut voir sur le graphique en haut à gauche l'évolution du nombre d'études de faisabilité de 2018 à aujourd'hui. Donc sur 2018 et 2019, on était sur 20 études de faisabilité aidées alors, soit par la région, soit par l'ADEME. En 2020, on a eu une baisse avec 12 études de faisabilité qui ont été aidées, mais qui est certainement due à la crise sanitaire. Et j'ai essayé de faire une ouverture sur 2021 où aujourd'hui, pour le moment, on a 5 études de faisabilité qui ont obtenu une aide. Mais on s'attend à avoir environ une vingtaine d'études de faisabilité qui vont être aidées sur 2021, puisqu'aujourd'hui, on a une obligation de réaliser une étude de faisabilité pour obtenir une aide à l'investissement. Donc ça va forcément jouer sur le nombre d'études de faisabilité qu'on va devoir financer. Donc sur 2018, entre 2018 et 2020, on est sur 52 études de faisabilité qui ont été aidées soit par la région, soit par l'ADEME. Si on regarde maintenant un peu cette répartition géographique, on voit qu'il y en a peu dans le Calvados, l'Eure et la Seine-Maritime, parce qu'on est à 6 ou 5 études de faisabilité qui ont été enfin, du moins on a demandé une aide auprès de l'ADEME ou de la région pour ces départements, et on voit que l'Orne représente 46% des études qui ont été financées soit par la région, soit par l'ADEME. Donc, comme a pu dire Marie précédemment, c'est là où on retrouve essentiellement les unités de méthanisation. Sur l'aide à l'investissement, cette fois, donc là j'ai voulu faire le même travail sur l'évolution du nombre d'installations aidées alors en cogénération et en injection. Donc en ce qui concerne la cogénération qui est en bleu, on voit une chute du nombre de projets en cogénération, et inversement pour le cas de l'injection
où on en voit de plus en plus. Sur 2021, par exemple, l'ADEME a lancé un appel à projet, comme a pu précédemment dire Éric Prudhomme, qui s'est clôturé le 5 mars. Donc le bilan de cet appel à projet, c'est 13 nouveaux projets qui ont été déposés, dont 12 en injection et un seul en cogénération. Et il y a 6 projets qui avaient été déposés en 2020, mais qui n'ont pas pu être financés l'année dernière, faute de budget côté ADEME et côté FEDER. Donc du coup, ils seront potentiellement, comme les 13 autres, financés cette année selon certains critères et selon le budget que l'on peut allouer à chaque projet. Si on regarde cette répartition géographique, non, sur la diapo précédente, merci. Sur la répartition géographique sur les projets donc, de 2018 à 2020, avec le camembert de gauche qui représente le nombre d'injections donc sur les 33 installations financées entre 2018 et 2020, et sur le camembert de droite qui concerne la cogénération, donc les 26 installations, on voit qu'il y a peu d'installations dans le Calvados, avec seulement 3 en injection et 2 en cogénération. Il n'y a aucune installation en cogénération dans la Seine-Maritime. Il y en a uniquement en injection et il y a 7 unités qui ont été financées, enfin aidées par le FEDER ou par l'ADEME. Et on a des projets qui sont essentiellement concentrés dans la Manche et l'Orne, donc qui rejoint le commentaire de Marie précédemment. Sur les montants d'aide qui ont été versés entre 2018 et 2020, on a voulu essayer de faire une synthèse. Sur l'aide à la décision, donc sur les 52 études, ça représente un montant d'aide qui a été donné soit par la région, soit par l'ADEME de 890 000 €, donc ce qui représente une aide moyenne d'environ 17 000 € par étude. Et sur l'aide à l'investissement, si on essaye de faire une synthèse de toutes ces installations, on est sur une puissance moyenne de 204 kW pour les unités en cogénération, sur un débit d'injection moyen de 141 normomètres cubeurs, ce qui représente en totalité une puissance totale en cogénération de 5,3 MWh électriques et un débit total injecté de 4660 normomètres cubeurs. Donc là-dessus, le FEDER, l'ADEME ou bien l'ADN est intervenu. Sur toutes ces installations, il y a le FEDER et l'ADEME qui ont versé à peu près 35 500 000 €. L'ADN qui est intervenu avec des prêts à taux zéro qui représentent à peu près 9 500 000 €. Et l'ADEME qui, de temps en temps, donne des aides remboursables, qui est intervenu à hauteur de 2 400 000 €. Si on essaye de donner un prix moyen à cette subvention, premièrement, l'énergie totale représente à peu près 480 gigawattheures, dont 40 en cogénération et 440 en injection. Donc c'est l'équivalent d'une puissance installée de 60 MW, ce qui nous donne une subvention moyenne qui est de 4,92 € par mégawattheure et sur 15 ans. Ces subventions ont permis de réduire des émissions de gaz à effet de serre. L'équivalent de toutes ces installations, donc entre 2018 et 2020, représente 102 000 tonnes de CO2 évitées par an, ce qui représente à peu près l'empreinte carbone annuelle de 9 270 personnes. Ces émissions, si on regarde la répartition géographique, se concentrent essentiellement dans l'Orne et la Manche, mais sans surprise vu que la majorité des installations se situent dans ces départements. Et si on veut classifier, on peut voir que le Calvados, avec le moins de projets, représente uniquement 11%, alors que l'Orne, avec le plus de projets, représente 32%. Voilà. Merci. Je ne sais pas si vous avez encore des slides sur lesquels vous souhaitez vous appuyer, mais c'est aussi de se dire que si on reprend aussi les propos de Éric Prudhomme tout à l'heure, c'est le souhait que la filière devienne autonome. Et comment on fait ? Eh bien, c'est ça, c'est qu'aujourd'hui, il y a une certaine maturité qui se montre. Donc aujourd'hui, on essaye d'abaisser le montant d'aide qui peut être versé, notamment dans le cadre de l'appel à projet, où aujourd'hui l'ADEME intervient avec un forfait qui est de 40 € par mégawattheure PCS injecté dans le réseau dans le cadre de l'injection avec un plafond à 600 000 €.
et un prix dans le cadre de la cogénération qui est de 95 € par mégawattheure PCI qui est plafonné à 200 000 €. Donc aujourd'hui, par rapport aux années précédentes où le taux d'aide pouvait atteindre 20 à 25%, l'ADEME intervient beaucoup moins et en plus, on limite le taux d'aide publique à 15%. Donc on essaye de donner moins pour qu'il y ait une vraie remise en question sur des coûts de construction qui permettent d'abaisser l'investissement d'une part et en plus de retrouver une économie qui se fait avec le moins d'aide possible. Très bien, merci Gauthier Desanglois. Je retiens également l'expression « on en voit de plus en plus ». J'aime bien, je garde aussi, donc j'ai la cabane sous le chien et on en voit de plus en plus. Je vais en avoir quelques-unes à collecter. Avons-nous des questions concernant nos 3 experts? C'est le moment ou jamais. Je sais que très souvent, ces questions émanent au moment des tables rondes pour à la fois donner son point de vue et pouvoir intervenir ou donner un point de vue légèrement différent. Mais si on a des questions, nous sommes preneurs avec nos experts. Sinon, si on ne me dit rien à l'oreillette, c'est que vous n'avez pas de questions, c'est que vous avez été... Eh bien si, il y en a. Vous avez beaucoup évoqué l'injection en introduction. Quid des projets en cogénération? Si vous l'avez évoqué à un moment donné, je crois, Mathieu, quid ou pas quid de cogénération? Moins maintenant, et c'est pas là-dessus qu'on va. Alors, moins maintenant... Je m'avance peut-être un peu vite. Alors, pour des raisons techniques, mais aussi économiques, j'ai parlé du développement de projets petits collectifs agricoles, de projets plutôt type plaine, c'est-à-dire basés sur les cives. Il s'avère que, économiquement parlant, du fait des tarifs de rachat réglementés de l'énergie, donc électricité pour la cogénération, biométhane pour la partie injection, ces tarifs finalement ont déterminé un peu les évolutions de cette répartition de ce ratio cogénération-injection. Quand je parlais de développement des cives, on sait bien, à dire technique en tout cas, que faire de la cive, faire de l'interculture, récolter notamment avec des frais de transport au sein d'un collectif, est mieux valorisé via les tarifs de rachat, en tout cas était mieux valorisé via les tarifs de rachat du biométhane, donc filière injection, plutôt que les tarifs de rachat électricité, filière cogénération. Malgré tout, on a toujours des projets en cogénération. On a des projets en cogénération parce qu'on a aussi des zones où on n'a pas forcément encore, GRDF et GRT n'ont encore pas fait leur travail de renforcement des réseaux. Ça fera l'objet, je pense, d'une table ronde. Juste derrière. Voilà. C'est pas fait exprès. Mais voilà, on a des zones encore rurales, quelque part, reculées des réseaux, où on a du gisement. On a des exploitations d'élevage qui souhaitent se diversifier, qui se tournent toujours vers la cogénération. Alors le petit hic en cogénération, c'est quid de la valorisation de la chaleur qui représente un ratio important en termes d'énergie. Et c'est vrai que notamment vous prenez une exploitation polyculture élevage en système lait ou production laitière, on se creuse parfois la tête pour valoriser justement cette énergie thermique. Marie-Guillet, vous concernant, on n'a pas évoqué les trajectoires. C'est peut-être un sujet sur lequel vous voulez nous donner quelques informations? Sur les trajectoires de développement, on a 17 projets qui sont en construction et il y a plus d'une centaine de projets qui sont en instruction. Et avec le portefeuille de projets qui sont à différents stades, que ce soit du stade de la réflexion à l'instruction par les services de l'État ou instruction financière, on évalue que donc aujourd'hui on a atteint à peu près 23% des objectifs 2030 et on sera aux 2/3 de l'objectif en 2025. Donc on est vraiment sur une dynamique très forte. Après, il y a aussi des enjeux auxquels devra faire face la filière dans les années qui viennent et à très court terme, parce qu'il y a la baisse du tarif de rachat du biométhane qui pointe son nez à l'horizon. Enfin là, pour l'été 2021, on aura une vision un peu plus fine. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il
il y aura une baisse du tarif de l'ordre de 10% par rapport à l'actuel, et que parallèlement, on a une nécessité de maîtriser les coûts. Aujourd'hui, quand on regarde les ratios d'investissement ramenés à la quantité d'énergie installée ou produite, l'injection, on a des ratios, si on regarde sur les quelques années précédentes, on a alors je pense que c'est les slides d'après, donc encore après. Voilà. On a les ratios d'investissement. Si on les regarde depuis 2018, on voit que sur l'injection, ces ratios, ils ont plutôt une tendance à augmenter. Là, je parle en ratio d'investissement, alors que pour la cogénération, on est plutôt sur une tendance baissière. Et ça c'est sans les contraintes et les nouvelles contraintes, notamment réglementaires, qui va être une évolution qui va se mettre en place au cours de 2021 avec l'évolution de la réglementation ICPE, qui va engendrer nécessairement des surcoûts. Donc il y a la nécessité à la fois de faire face à la maîtrise de ces coûts d'investissement, face à la baisse du tarif, face à la baisse des aides à l'investissement, donc maîtrise des coûts d'investissement, mais aussi maîtrise des charges d'exploitation. Donc ça va être vraiment les enjeux dans les années à venir, de pouvoir maîtriser ces coûts et ces charges d'exploitation pour faire en sorte que la filière, même si on le voit, elle est sur une pente qui est de maturation, mais la dernière brique, ça va être ces enjeux de maîtrise des coûts. Oui, allez-y. Et puis, en termes d'autres trajectoires, on voit aussi que ces installations... Alors, pour l'instant, on a beaucoup parlé de la place de la filière agricole, notamment dans l'approvisionnement de ces projets. Ça restera majoritaire, mais il y a aussi un contexte national, et notamment qui a été mis en place via la loi anti-gaspillage et économie circulaire, qui impose aux collectivités de mettre en place ce trait à la source des biodéchets. Donc, c'est donner les moyens aux usagers du service de pouvoir trier ces biodéchets. Et puis, parallèlement, il y a aussi une forte tendance à limiter le recours à des installations de traitement, et notamment l'enfouissement, qui aujourd'hui, comme on ne fait pas complètement le tri des biodéchets, aujourd'hui, une partie de ces biodéchets se retrouve dans notre poubelle noire, et ça représente à peu près 80 kilos par habitant et par an qui sont aujourd'hui mis dans cette poubelle, alors que c'est de la matière organique. Ils ont plutôt un intérêt à être valorisés, et notamment à retourner au sol. Et donc, la méthanisation a toute sa place pour pouvoir accueillir ces flux qui pourront être séparés et collectés, même si tous ne seront pas collectés séparément. Il y en a une partie qui seront gérées à domicile, mais en tout cas, pour ceux qui sont triés et collectés, la méthanisation a sa place en tant qu'installation de traitement pour accueillir ces flux. Mais là encore, ça nécessite aussi des équipements vraiment spécifiques. Et aujourd'hui, le territoire est finalement assez peu doté en installation qui permettent d'accueillir ces flux-là. Et là, il y a aussi une réflexion territoriale à avoir, parce que ce sont des flux spécifiques qui pourront rejoindre certaines installations, pas toutes, et qui vont aussi générer des nuisances qu'il faut absolument maîtriser, notamment les odeurs et le trafic. Donc tout ça doit se faire dans un schéma de cohérence territoriale. Et éviter les superpositions aussi qui peuvent arriver. On reviendra peut-être à votre support, mais on a des questions. Si vous permettez, je vais vous en poser une parmi celles qui vont arriver. Donc, question suivante qui va s'afficher. Je vous la lis. Les solutions concrètes de réduction des coûts CAPEX, OPEX existent déjà. L'une d'elles consiste à massifier, à standardiser, à rationaliser les achats. Pourquoi ne pas les mettre en avant? Et c'est Thierry Gahamani qui nous fait cette remarque. Qui souhaite réagir? Marie? En premier élément de réponse, évidemment qu'il y a la standardisation qui se met en place, parce qu'il y a le nombre d'installations aussi qui va en face. On l'a vu clairement sur la dynamique d'évolution de la filière. Il y a 10 ans, on avait une dizaine d'installations en fonctionnement. Aujourd'hui, on en a 120. Donc évidemment qu'il y a des effets de standardisation.
que ce soit sur le génie civil, mais surtout sur aussi les équipements qui représentent aussi un gros poste dans les ratios d'investissement. Et puis, par contre, je pense qu'il y a aussi beaucoup de réflexion et d'analyse et d'outils à mettre en place pour optimiser l'exploitation et notamment, par exemple, les consommations d'électricité sur les installations. Il y a nécessairement des pistes encore qui ne sont pas explorées, sinon on n'aurait pas une hausse des coûts à l'investissement. Si Gauthier et Mathieu n'ont pas d'autres précisions à apporter, on va passer à une question suivante qui va apparaître également. Là aussi, comment gérer les délais administratifs quand le facteur temps impacte la rentabilité des projets? Et de préciser, baisse de 0,5% des tarifs tous les trimestres. C'est Pierre de la Bretèche qui nous fait cette remarque. Qui veut y aller? Mathieu, Gauthier, Marie, c'est Mathieu qui prend la main. Oui, alors les délais administratifs sont de plus en plus difficiles à gérer. Ça, c'est clairement un frein qu'on se doit de soulever ici dans le cadre du plan Méthane Normandie. On peut dire que tout va bien, mais c'est pas forcément le cas. Donc Marie a présenté le problème des ratios économiques. Les délais administratifs, ils sont affichés quelque part au démarrage. Voilà, on sait combien de temps au bout duquel un permis de construire peut être accordé, combien de temps au bout duquel un délai de recours peut avoir lieu. Malgré tout, on se rend bien compte, quels que soient les territoires normands, on fait face, pour différentes raisons, on parlera de l'acceptabilité et donc du coup de la pression mise sur les dossiers administratifs. On se rend compte qu'on a de plus en plus de demandes sur les dossiers qui sont parfois justifiées, parfois beaucoup moins justifiables. Et ce sont des choses qui ne sont pas mesurées ou pas demandées au démarrage. Est-ce qu'on a des solutions? Est-ce qu'on voit émerger des solutions? L'une des moins mauvaises solutions, en tout cas, c'est le conseil fait aux porteurs de projets, c'est de consulter ces services-là le plus en amont. Le plus en amont, malgré tout, nous ne sommes pas à l'abri de différends avec les services instructeurs. C'est quelque chose qui doit être pris en compte. Alors, par rapport au problème que ça pose vis-à-vis d'une rentabilité de la baisse des tarifs de trimestre en trimestre, c'est vrai que notamment le nouveau cadre d'obligation d'achat du biométhane, le nouveau tarif qui réclame une autorisation administrative pour pouvoir bénéficier d'un contrat d'achat, chose nouvelle, ne nous aide pas. Ça veut dire qu'il faut faire à la fois une projection sur sa maturité de projet, au niveau du business plan, savoir à quel moment on va pouvoir obtenir cette autorisation administrative. Et en parallèle, on n'a pas le choix que de passer par la case consultation des services instructeurs pour estimer ce timing-là. Votre réponse a le mérite d'être franche et en transparence. J'ai cru voir passer Gauthier qui peut éventuellement pourra interagir dans un instant. On prend une dernière question parce qu'après on va prendre du retard pour nos tables rondes. Dernière question qui va s'afficher maintenant sous vos yeux et chez vous sur vos écrans. Quelle valeur méthanogène pour les cives, ça vous concerne à nouveau, et quel temps de rétention dans le digesteur conseillez-vous? Alors on rentre dans le technique. Si vous voulez répondre après individuellement, on peut le faire, si on ne veut pas non plus... voilà. On peut donner quelques éléments, je pense, sur la première partie de la question. Oui, ça revient un peu à... Donc, si vous vous rappelez bien ce que c'est qu'une cive, une culture intermédiaire à vocation énergétique. Je vois vos propos. Donc, pourquoi les exploitants des méthaniseurs s'amusent, entre guillemets, à produire des cives? C'est bien parce qu'il y a un intérêt sur la production de méthane. Alors, valeur méthanogène pour les cives... on peut toujours faire des analyses de potentiel méthanogène de ces produits-là. Ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que le facteur rendement de ces cives est prépondérant. Il faut vraiment qu'il y ait un gros écart. Alors si on rentre dans le technique, on peut vous donner des exemples techniques. Pas trop techniques. Entre un maïs qui serait complètement mature et un maïs qui serait complètement immature, là on a un écart de potentiel méthanogène. Malgré tout, sur les périodes d'interculture, vous allez avoir des espèces, des variétés dont le potentiel va être
sensiblement le même. C'est le facteur rendement qui va être prépondérant. Et donc on parle d'un rendement minimum de 3, 4 tonnes, voire 5 tonnes de matière sèche pour rentabiliser les charges d'approvisionnement et les charges fixes liées au méthaniseur. Pour la deuxième partie de la question, qui était le temps de rétention. Alors le temps de rétention, il se calcule, il se définit par rapport à notre ration. Si on a une ration, je grossis le trait, hein, si on a une ration 100% à base de cives, de culture intermédiaire, je précise, je grossis le trait, ça ne sert à rien d'avoir un temps de rétention de 70 ou 80 jours. Au bout de 35 jours, 95% du potentiel méthanogène est exprimé au travers de la cive. Le temps de rétention, bien sûr, dans la conception, il faut prendre une marge parce que dans l'évolution de la ration, il y aura des évolutions. Il faut être capable de pouvoir traiter des matières qui mettent plus de temps que 35 jours à se dégrader. Je rappelle que les rencontres régionales durent jusqu'au 2 avril, qu'il y a des ateliers cet après-midi et que sur les questions techniques, on pourra aussi s'en emparer cet après-midi. Madame, messieurs, je vous remercie. Je referme cette partie-là parce qu'on va passer maintenant aux tables rondes et logiquement, vous allez avoir le petit générique de tout à l'heure, moins long, parce que là, nos invités ont compris qu'il fallait qu'ils viennent me rejoindre le plus tôt possible. Merci. Quelques images et dans un instant, on passe à notre première table ronde sur l'adaptation des réseaux et le développement territorial.